Congé sans solde pour les mères de famille et complément familial, Madame Simone Veil s'explique. Chili, Jimmy Carter désavoue son représentant à Genève. Prise d'otage à Washington, au siège d'une organisation juive. Le Parlement belge dissout, élection générale le 17 avril. Sans nouvelles de Daniel Guichard, son avion a disparu en Afrique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Dans une société si mouvementée, si incertaine, parfois inquiétante, chacun a trouvé un refuge. Aujourd'hui, peut-être plus que jamais, la famille. La famille a toujours été l'objet d'égards particuliers. Elle doit être défendue et protégée, disait Valéry Giscard d'Estaing il y a 3 ans, car elle est à la fois la stabilité, la sécurité et la tendresse. En 1975, le chef de l'État annonçait une politique globale de la famille. Des mesures fragmentaires ont déjà été prises. Elles ont donné, par exemple, la garantie de l'emploi aux femmes enceintes. Aujourd'hui, le Conseil des ministres a adopté des mesures qui concernent 2 300 000 femmes. Si elles sont votées par le Parlement dès le printemps prochain, elles seront appliquées l'an prochain, dès le 1er janvier 1978. Il n'est pas facile d'être aujourd'hui chef de famille lorsqu'on doit travailler, que l'on est submergé par la paperasse, et vous le savez bien. Désormais, après une naissance, les mères pourront demander un congé sans solde de 2 ans en étant sûrs de retrouver leur emploi. Pour simplifier les procédures administratives et accroître le pouvoir d'achat des familles, le complément familial remplacera les 5 allocations de salaire unique de mère du foyer, de mère au foyer et de frais de garde. Pour l'obtenir, les revenus de la famille ne devront pas bien sûr dépasser un certain plafond. Je prends un exemple. Pour un couple qui a 2 enfants et dont le revenu ne dépasse pas 4 700 francs par mois, le complément familial sera de 340 francs par mois. Coût supplémentaire pour l'État, 2,6 milliards. Le président de la République a également annoncé une hausse prochaine du pouvoir d'achat des allocations familiales. L'idée du salaire minimum pour les femmes et les mères au foyer n'a pas été retenue. Elle aurait coûté trop cher. Ces mesures n'arrêteront peut-être pas la diminution du nombre des familles nombreuses au profit des familles de 1 ou de 2 enfants. Elles sont en tout cas un pas en avant vers un véritable statut social de la mère de famille, et c'est pourquoi le président de la République a tenu à les présenter lui-même. Pourquoi l'État doit-il s'occuper de la famille? La famille, c'est pour nous la forme du bonheur de millions de Françaises et de Français, pour le présent et pour le futur. Naturellement, ce n'est pas à l'État qu'il appartient de faire le bonheur individuel, et d'ailleurs, quand il essaie de le faire, en général, il échoue. Mais il peut supprimer un certain nombre d'obstacles, un certain nombre de handicaps, un certain nombre de charges qui empêchent précisément cet épanouissement du bonheur de la famille. La deuxième direction, c'est que nous nous efforçons d'avancer vers ce que j'appellerais un statut social de la mère de famille. Que veut dire ce statut social? Ça veut dire que la mère de famille en tant que telle, du simple fait qu'elle élève ses enfants, bénéficierait d'un certain nombre de protections ou de droits. Là aussi, quelques exemples concrets. D'abord, la protection des femmes enceintes, notamment vis-à-vis de l'embauche. Et vous savez que des dispositions très précises ont été instituées qui interdisent de discriminer les femmes enceintes au titre de l'embauche. Deuxième exemple, le revenu, les ressources des femmes isolées, et notamment des mères de famille isolées. On a créé l'année dernière un minimum de revenus pour les femmes isolées pendant une durée d'1 an et qui s'accroît avec le nombre de leurs enfants. On rencontre là un grand débat. Et c'est un débat qui a été assez vif il y a 2 ans, et qui était la question de savoir si l'État devait prendre parti dans la question de savoir si les mères de famille doivent se consacrer à l'éducation de leurs enfants, ou si au contraire elles préfèrent établir un équilibre différent entre leur activité professionnelle et l'éducation qu'elles apportent à leurs enfants. Et la position qui a été prise a été de considérer que c'était un choix qui devait être laissé aux mères de famille, et qu'il fallait faire en sorte que ce choix puisse s'exercer aussi librement que possible. Et qu'ainsi, soit à un moment donné, les femmes puissent choisir entre se consacrer exclusivement à l'éducation de leurs enfants ou poursuivre une activité professionnelle, soit qu'au cours de leur vie,
elle puisse faire alterner des périodes où elle se consacre à l'éducation des enfants, ou au contraire, elles développent leur activité professionnelle. Et les deux mesures essentielles qui ont été adoptées ce matin concernent cette liberté des femmes, des mères de famille, de combiner, comme elles l'entendent, l'éducation de leurs enfants et l'exercice d'une activité professionnelle. Alors ces mesures, Madame Simone Veil, étaient attendues, elles représentent probablement un effort, mais est-ce que c'est assez élevé? D'ailleurs, c'est la question que vous pose de notre part l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales. Oui, je crois que dans votre phrase, vous-même, vous avez situé la question. C'est qu'on peut considérer effectivement qu'un montant de 340 francs n'est pas considérable comme compensation des charges familiales. Mais tout d'abord, je préciserai que cela s'ajoute aux allocations familiales. Que par ailleurs, ce montant de 340 francs est en fait un montant qui est très supérieur pour beaucoup de familles à ce qu'elles touchaient actuellement, puisque 1 million de familles toucheront davantage, plus de 200 francs par mois en plus, et que parmi ce million, certes, un tiers environ touchera même 300 francs de plus par mois qu'actuellement. C'est donc un effort important qu'il faut surtout mesurer au fait que c'est un surcoût pour le budget, un surcoût pour la sécurité sociale de 2 milliards. Mais qui était nécessaire. Qui était nécessaire, mais un surcoût de 2 milliards 600 millions, je voudrais tout de même montrer à quel point c'est important dans la situation économique où nous sommes. C'est vraiment pas une petite affaire, c'est une très grosse affaire. Alors, la réaction de la CGC et de M. Charpentier, une telle mesure qui revient à encourager les naissances en fonction des catégories sociales est inadmissible, et il nous charge de vous poser la question, pensez-vous que les enfants des cadres soient inutiles à la nation? Alors, je regrette beaucoup la façon dont cette question est posée, et je dirais même qu'elle est un peu inquiétante, parce que ça a l'air de dire que, automatiquement, les cadres se situent dans les familles les plus aisées. Car si on regarde, cette mesure va toucher 75% des familles qui sont dans la situation de famille de toucher, c'est-à-dire parmi les familles qui ont un enfant de moins de 3 ans ou 3 enfants et plus, 75% seront touchés par cette nouvelle prestation. Alors, ça n'est pas du tout des catégories sociales différentes que nous avons touchées, mais simplement des niveaux de rémunération, des niveaux de revenus différents. Et croyez-vous que grâce à ces mesures, les femmes qui ont des enfants en bas âge pourront choisir entre se consacrer à l'éducation de ces enfants ou continuer à travailler? Oui, alors c'est exact que ce montant de 340 francs n'ouvre pas un véritable choix et que 340 francs n'est pas la compensation de la perte d'un salaire. Mais tout de même, c'est une certaine facilité, une aide nettement plus importante que celle qui est donnée actuellement et qui peut entrer en ligne de compte en compensant une partie du salaire perdu, qui peut tout de même entrer en ligne de compte, surtout si en même temps on considère la seconde mesure, le projet de loi sur la garantie d'emploi, qui fait que si pendant 2 ans, la femme s'arrête, elle a donc ce complément familial et ensuite la certitude de retrouver l'emploi qu'elle avait auparavant. Il y a une volonté sans doute politique de la part du gouvernement d'encourager en quelque sorte un 3e enfant par famille, Madame Simone Veil. Et je vous remercie encore d'être avec nous pour parler de toutes ces mesures et réagir aux propos qui sont tenus par les syndicats après votre conférence de presse avec le président de la République. Mais les parents de condition modeste auront-ils un 3e enfant pour 340 francs? Vous savez, est-ce qu'on n'a jamais un enfant pour une prestation, quelle qu'elle soit? Je crois qu'on a un enfant pour la joie qu'on en attend, pour, je dirais même, une réaction biologique naturelle, et que, bien sûr, il ne faut pas sous-estimer l'importance des aides qui viennent et qui permettent surtout aux enfants qui sont dans le foyer de vivre dans de meilleures conditions, de pouvoir s'épanouir, de pouvoir avoir un meilleur logement, de pouvoir vivre dans des conditions plus satisfaisantes. Mais je ne crois pas qu'on ait des enfants pour telle ou telle prestation. Alors, d'après la CFDT, la question qui est posée est de savoir quel sera le montant du plafond de ressources qui donnera droit à ces 340 francs. Oui. Alors le montant du plafond de ressources est naturellement diversifié selon le nombre d'enfants. Et il commence à 3 300 francs lorsqu'il y a un seul revenu dans le ménage, pour aller à des chiffres de plus en plus importants selon le nombre d'enfants. Ce que je voudrais indiquer, et qui me paraît important, c'est que ce plafond de ressources est légèrement différent selon qu'il y a 1 ou 2 revenus dans le ménage. Et on pourrait s'étonner, puisque nous avons dit qu'il y aurait une neutralité par rapport à la situation professionnelle de la femme. Mais c'est en fait pour tenir compte du fait que lorsqu'il y a 2 revenus et donc que la femme travaille, elle a tout de même certains frais, ne serait-ce que les frais de transport, le fait que quand des frais de garde éventuellement, s'il y a des jeunes enfants, la vie est aussi plus chère. Quelquefois, les femmes qui travaillent sont obligées d'acheter des plats préparés, ne font moins de cuisine. Et donc c'est pour tenir compte de cette situation qu'il y a une majoration de 17% du plafond de ressources lorsque les revenus considérés proviennent des
salaire à la fois du mari et de la femme. Mais ce qui me paraît le plus important dans cette prestation, c'est que le plafond de ressources est indexé sur les salaires. Et ça, c'est très important parce que nous avons actuellement calculé cette prestation de façon à ce que 75%, environ pas tout à fait, 74% des familles en bénéficient. Et grâce à cette indexation sur les salaires, cette masse de 74% ne diminuera pas. Alors que pour certaines prestations, actuellement, l'UNAF, par exemple, faisait observer que, compte tenu de l'indexation sur la base mensuelle, qui est une indexation plus faible, petit à petit, il y avait de moins en moins de familles qui touchaient le salaire unique. À partir du 1er janvier 1978, Madame Simone Veil, lorsque cette loi sera votée, elle rencontrera probablement, comme la plupart des lois, des difficultés d'application au niveau des mentalités, au niveau des habitudes, et probablement dans les entreprises. C'est ce que peut témoigner cette enquête d'Hélène Vida. Une mère disponible, non seulement le soir, quand il faut dormir, mais toute la journée pour veiller, découvrir le monde et jouer. Le projet de loi a la possibilité pour toutes les femmes d'un congé de maternité de 2 ans sans solde. Pour les patrons, quelques problèmes, surtout s'il s'agit d'une entreprise moyenne. Ici, à Osny, le remplacement est facile pour les femmes qui travaillent aux machines, plus délicat pour le personnel administratif peu nombreux. Il est certain que quand on a un petit effectif et qu'un des éléments de cet effectif vient à disparaître, on ne peut pas répartir le travail d'une unité sur les 2 ou 3 autres personnes, donc il faut envisager un remplacement. Qu'est-ce qui se passera quand, au bout de 2 ans, la titulaire du poste va revenir? C'est pas à moi de donner la réponse. C'est une question que je me pose, mais je n'ai pas les éléments de la réponse. Solange a fait ses comptes. Elle ne pourra s'offrir qu'1 an de congé sans solde jusqu'à ce que son premier enfant aille à l'école. Ma fille étant en bas âge... Elle a quel âge? Elle a 22 mois, ça fera donc juste une différence de 2 ans entre le premier et le deuxième. Et je n'ai pas, disons, un salaire suffisant pour payer le frais de garderie de 2 enfants. Et vous aurez, avec votre mari, un salaire suffisant pour vivre à 4 disons, si vous ne travaillez on va pas. essayer de se consacrer pour 1 an comme ceci, et ensuite je reprendrai à nouveau mon travail. Pour Evelyne, qui travaille en atelier, le premier avantage, retrouver son emploi. Oui, parce que maintenant, le travail, c'est pour pas les rues. Depuis que vous êtes mariée, vous avez toujours travaillé? Et ça, je verrai, point de vue salaire, je verrai par la suite. Et pourquoi est-ce que vous voulez vous arrêter? C'est vraiment pour vous occuper de vos enfants ou pas? Bah oui, puis même, je trouve que mettre 2 enfants en nourrice, c'est trop... Enfin, ça fait trop quand même... par rapport à mon salaire, je pourrais pas payer 2 nourrices. En fait, les femmes à petit salaire n'ont pas réellement le choix. Pour le leur donner, l'Union nationale des associations familiales propose que le complément familial soit considéré comme un revenu, donc soumis à l'impôt, et équivalent environ à la moitié du SMIC. Quant aux femmes qui ont un salaire plus élevé et qui s'épanouissent dans leur travail, eh bien elles ont d'autres raisons de bouder le projet. Eliane fait garder ses 2 enfants. Mon salaire est suffisant, mais je viens d'acheter une maison et j'ai besoin de mon salaire pour subvenir aux traites et pour honorer les traites que j'ai signées. Est-ce que vous vous sentez coupable de ne pas assister aux premières années de vos enfants ou pas? Vous savez, quand vous occupez du bébé, c'est très gentil, c'est très mignon, mais enfin, s'occuper du bébé pendant plusieurs années, à changer les fesses, s'occuper des couches, des biberons, c'est pas très très intéressant. Le week-end me suffit. Est-ce que vous pensez que ça va être bon pour la promotion de la femme finalement ou moins bon? Personne n'oserait vous dire que consciemment, il n'embauchera plus de femmes ou il ne donnera plus à une femme un poste de responsabilité en fonction de cette loi. Je dis bien personne n'oserait vous le dire consciemment. Mais je pense néanmoins qu'à l'échelon plutôt inconscient dans l'analyse d'un poste, dans une possibilité de promotion, ce genre de raisonnement peut rentrer en ligne de compte. Je dis bien à l'échelon inconscient. Alors, comment éviter ce risque sans que l'enfant en soit la victime? Une expérience à suivre à IBM France. Le congé n'est pas réservé aux femmes.
c'est le couple qui fonde la famille, donc l'homme est aussi concerné. Dans cette entreprise, le père peut demander un congé sans solde de 2 ans et retrouver son emploi. Si on veut que la femme soit l'égale de l'homme dans le travail et sur le plan de la carrière et de la promotion, il faut que l'homme soit l'égal de la femme, chez lui, dans son foyer, pour les travaux domestiques, mais également pour l'éducation des enfants, et même des jeunes enfants. Bon, évidemment, si une femme allaite son enfant, il est tout à fait normal, ça me difficile d'imaginer autre chose. Mais si elle n'allaite pas son enfant, je ne vois pas pourquoi un homme ne peut pas le soigner, lui apporter toute la tendresse et l'affection souhaitable. Donc chez vous, est-ce que c'est arrivé? Est-ce que vous avez des exemples d'hommes qui ont pris? Malheureusement, là, je ne peux pas vous répondre encore car cette mesure est beaucoup trop récente. Dans les années qui viennent, je crois qu'on va arriver vers un changement des mentalités. Madame le ministre, n'y a-t-il pas dans cette politique familiale une arrière-pensée en cette période de chômage qui serait la volonté plus ou moins d'écarter les femmes du marché de l'emploi en leur disant prenez donc un congé de 2 ans? Oui, vous savez, l'expérience montre que les travaux féminins et des hommes sont très peu interchangeables et qu'en fait, dans beaucoup de secteurs, il y a une activité exclusivement féminine et dans d'autres, des activités masculines. Je sais bien que de plus en plus, on va vers une égalité dans ce domaine, mais dans la pratique, on en est encore loin. Et donc, il n'y a absolument aucune arrière-pensée, mais simplement le souci de faciliter la vie des femmes. Car l'année dernière, en fait, si cette disposition a été prise, c'est parce que l'année dernière, il y a eu une enquête faite par un institut de sondage qui a montré que c'était la première des préoccupations des femmes. 92% estimaient que cette garantie de l'emploi pour une jeune femme était la chose la plus importante. Et 74% ont estimé aussi que c'était ce qui peut-être les empêchait d'avoir un homme. Mais vous ne croyez pas que les entreprises vont refuser un certain nombre de femmes qui n'auront pas assumé encore toute leur maternité et ainsi se créerait une sorte de discrimination à l'égard des femmes? Oui, je crois que peut-être dans certaines entreprises hésitera-t-on à embaucher une très jeune femme, mais ce sera l'exception. Que tout d'abord, dans toutes les grandes entreprises, cette mesure ne sera pas gênante. Et d'ailleurs, ce qui est important, c'est d'indiquer que d'ores et déjà, 2 millions de femmes salariées sont, par le jeu des conventions collectives, couvertes par une telle possibilité. Mais très important. Ce que demande la force ouvrière, est-ce qu'il y aura un moyen d'obliger les patrons justement à appliquer cette politique? Absolument, puisque des dispositions pénales sont prévues et qu'il sera très facile pour les femmes d'apporter la preuve que les dispositions légales n'ont pas été appliquées, comme pour d'autres mesures du Code du travail, et de saisir l'inspection du travail et éventuellement le tribunal des prud'hommes d'une difficulté. Madame Veil, pourquoi un congé pour la femme et jamais pour le mari si on souhaitait l'égalité? Oui, je sais, c'est un problème qui m'est souvent posé et on dit si on veut l'égalité, il faut que les mesures soient les mêmes. Je crois que la loi doit tout de même tenir compte des traditions, des traditions peut-être pas, mais des mœurs de la vie et la réalité sociologique. Or, je ne sais pas, si on demandait par exemple ici sur le plateau, il y a beaucoup d'hommes, quels sont ceux qui sont prêts à demander ce congé? Je crois qu'il y en aurait très peu. Et j'ai même demandé en Suède, où la situation respective de la femme et de l'homme sont différentes, et où ce congé est ouvert aux hommes, c'est ce type de congé. Eh bien, on m'a dit que pratiquement, ils ne sont jamais utilisés. Alors, faire des lois qui, en définitive, constituent des alibis, montrent, vous voyez, l'homme et la femme sont exactement pareils, alors que ça n'est pas vrai, je crois que ça n'est pas très bon. Et là, il y a tout un problème d'éducation, nous y reviendrons peut-être une autre fois. Mais je voudrais vous poser une question sur un autre problème tout à fait différent. Le procès qui commence demain à Aix-en-Provence réclame ou relance le débat sur votre loi, Madame Veil, la loi sur l'avortement. 6 militantes du MLAC, le mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception, comparaissent en effet pour avortement et pratique illégale de la médecine. Une véritable campagne est née par leurs camarades. Ces faits se sont produits au moment où votre loi n'était pas votée, je crois. Mais derrière ce procès, c'est un peu la loi Veil qui est un peu mise en accusation, ou en tout cas qui est sur la sellette, et à laquelle on reproche d'être insuffisante et mal appliquée. Votre avis? Alors, je crois que la disposition qui est en cause dans le cas d'espèce qui donne l'objet de ce procès, c'est le fait qu'il s'agit d'une mineure et qui a en fait subi une interruption de grossesse sans l'accord de ses parents, et que c'est du fait qu'il n'y avait pas l'accord de ses parents qu'elle est procédée par des voies détournées. Et je dirais que la loi, au moment de la discussion parlementaire, ce problème a été expressément évoqué par le Parlement, qu'il y avait eu des amendements tendant à ce qu'une mineure n'ait pas besoin de l'autorisation de ses parents, et que les parlementaires
parlementaire, le Parlement est souverain et le président de la souveraineté nationale a expressément décidé qu'il s'agissait là d'un acte qui était impossible de faire pour un mineur sans que les parents en soient informés et en soient d'accord, au moins l'un des deux. J'ajouterais d'ailleurs que cette position du Parlement est au fond conforme à l'esprit général de notre droit, dans lequel tous les actes graves faits par des mineurs doivent l'être avec l'autorisation des parents. Donc vous comprenez le procès? Donc en fait, ce procès, effectivement, on peut considérer qu'il y a un problème, mais est-ce qu'on peut aussi se demander, en arrière-plan, au-delà de la difficulté du mineur, s'il ne faudrait pas essayer dans ces cas-là de pouvoir avoir un dialogue avec les parents, en dépit de toutes les conséquences que ça peut avoir, plutôt que d'entraîner une mineure à se mettre carrément en opposition avec la volonté des parents. Je vous remercie. Des nouvelles de l'étranger, les Belges iront aux urnes le 17 avril pour élire de nouveaux députés et de nouveaux sénateurs. Le Parlement a été dissous. Le Premier ministre, M. Tindemans, n'avait plus la majorité au Parlement depuis le limogeage de 2 ministres. Il était contraint à cette décision. Tenant compte de la situation économique et sociale de notre pays, je crois qu'il est absolument nécessaire d'aller aux élections le plus vite possible afin de pouvoir dégager un gouvernement majoritaire et stable. C'est dans l'intérêt de la population et dans l'intérêt des travailleurs. Et c'est la raison pour laquelle, cette nuit, j'ai donc proposé la dissolution des chambres. J'ai obtenu la dissolution à 9h30. Après le conseil de cabinet de ce matin, j'ai pu annoncer à vos collègues donc que les chambres étaient dissoutes. Le mea culpa du gaffeur. Brady Tyson, le délégué américain à la Commission des droits de l'homme de l'ONU, a reconnu qu'il avait outrepassé ses instructions hier lorsqu'il a exprimé les regrets de l'Amérique sur la chute du Chilien Allende. C'était une opinion personnelle, on le dit en tout cas ce soir. Jimmy Carter n'était pas au courant, mais Jimmy Carter n'aime pas les gaffes. Il a donc désavoué son représentant au cours d'une conférence de presse prononcée cet après-midi. Mais n'était-ce qu'une gaffe ou une sorte d'improvisation dans la diplomatie? Non, l'Amérique n'a pas pris de mesures illégales pour renverser le gouvernement de M. Allende au Chili en septembre 1973, c'est ce que déclare Jimmy Carter. Il désavoue les déclarations faites par hier par M. Tyson, délégué américain à la Commission des droits de l'homme à Genève. M. Tyson avait présenté ses excuses sur le rôle de Washington dans le coup d'État de Santiago du Chili. Déclaration inappropriée, tranche M. Carter. Moyen-Orient, la fin de l'état de guerre entraînera un retrait important des forces israéliennes des territoires arabes occupés. Mais le président américain estime que les lignes de défense d'Israël pourraient s'étendre au-delà des frontières de ce pays. C'est la première fois que la Maison-Blanche soutient cette thèse. Extrême-Orient, M. Carter veut retirer les forces terrestres américaines de la Corée du Sud dans un délai de 4 ou 5 ans. Autre mesure de détente, les Américains n'auront plus besoin d'autorisation spéciale de Washington pour se rendre à Cuba, au Vietnam, au Cambodge et en Corée du Nord. Enfin, M. Carter confirme qu'il n'interviendra pas auprès des autorités de l'aéroport de New York en ce qui concerne Concorde. Cette fois, l'Amérique n'y est pour rien. Le Chili n'a plus de gouvernement. Il a démissionné en bloc pour permettre au général Pinochet de remanier son cabinet. Pinochet reste par conséquent. En France, je reviens sur le Conseil des ministres parce qu'il y a eu une phrase importante du président de la République. M. Valéry Giscard d'Estaing a affirmé que l'élection du Parlement européen au suffrage universel est un projet essentiel qui engage la parole de la France. Le Parlement devra donc ratifier le projet au cours de la prochaine session, c'est-à-dire au mois de juin. Alors, Noël Copin, est-ce prématuré d'en parler ? Ce n'est pas prématuré. On a l'impression que le président de la République, alors que cette campagne des municipales touche bientôt à sa fin, a voulu fixer un rendez-vous politique important, un rendez-vous parlementaire à la fois à sa majorité et à son opposition. Il a parlé de clarification il y a 2 mois. Ce sera sûrement un test politique de clarification. L'Europe a toujours créé des clivages importants, assez différents du clivage majorité-opposition. Dans la gauche, les communistes se sont prononcés tout de suite contre l'élection du Parlement au suffrage universel. Les socialistes ont pris une attitude favorable. M. Defer l'a rappelé tout récemment encore. Et on ne voit pas pourquoi ils ne voteraient pas, sauf si, comme ils le disent, la question est posée dans des conditions telles que politiquement, ils ne puissent pas émettre un vote positif. Du côté de la majorité, il y a le problème du RPR, et personnalisons un peu, il y a le problème de M. Chirac. M. Chirac lui-même a pris en décembre une position assez modérée, une sorte de oui mais il y a eu des propos colportés, des rumeurs telles que l'on a pu dire, surtout dans les milieux gaullistes les plus, comme on dit, durs et purs, anti-européens, on a pu croire que M. Chirac transformait son oui mais en non. Or, récemment, c'était jeudi dernier ici même, M. Chirac avait démenti, avait dit qu'il maintenait son attitude.
Mais en même temps, il annonce que le RPR devra se prononcer à la fin du mois. Il y a donc là encore une sorte de petite incertitude, et c'est à la fin du mois que nous serons fixés sur l'attitude du RPR. Et en juin, une sorte de test politique et d'heure de la vérité. C'est ça. Les municipales, Conflans-Sainte-Honorine, Le Havre des Bateliers, une petite ville tranquille au bord de l'eau. Les vagues de la campagne électorale sont pourtant allées jusque-là. À Conflans, 3 candidats, dont un seulement est un habitué de la politique. Il s'appelle Michel Rocard. Quand on parle de Conflans-Sainte-Honorine, on pense d'abord aux péniches. C'est la capitale de la batellerie. On pense aussi au problème de la pollution depuis que la Seine et l'Oise, qui se rejoignent ici, sont devenus des égouts à ciel ouvert. Pour les candidats au municipal, c'est un bon cheval de bataille. Gérard Flao, liste indépendante pour l'environnement, et Michel Rocard, Union de la gauche, y affrontent Gilbert Legrand, maire depuis 1974, sous l'étiquette de défense des intérêts locaux. Il est évident que la pollution est un problème conflané, indiscutable en ce qui concerne la voie d'eau et la ville proprement dite. Samedi, dimanche, nous avons enlevé quelques 25 camions de détritus charriés par la Seine. Il faut dire que les voies d'eau sont une chose, mais en fait, ça n'est pas tout. Et je crois que d'autres bagarres ont été vécues avec M. Berruyer, mon prédécesseur et ami. Et nous avons mené une bataille, ou plusieurs même, en ce qui concerne l'usine d'incinération d'ordures ménagères qu'on devait installer sur le territoire d'Achères, à quelques centaines de mètres de chez nous, qui aurait apporté une pollution énorme. Il a fallu une bagarre terrible et on a gagné. L'usine nucléaire avait été prévue à cet endroit. Et ma foi, on a lutté et cette usine semble être disparue à jamais. Ça fait beaucoup de problèmes et beaucoup de combats, monsieur le maire. Vous êtes disposé à recommencer? Oh oui. Les municipales à Conflans prennent un relief nouveau par la présence dans la compétition de Michel Rocard, l'un des secrétaires nationaux du Parti socialiste, qui conduit une liste où les communistes sont pour moitié. Au centre des Yvelines, fief parlementaire de la majorité, la gauche veut prendre pied en vue des législatives. Nous sommes tous inquiets ce soir pour le chanteur Daniel Guichard, que vous connaissez. L'avion de tourisme à bord duquel il se rendait au Niger pour passer des vacances n'est pas arrivé à destination. On pense qu'il a dû atterrir en Libye, en plein désert, en raison d'une panne ou d'un incident technique. En tout cas, nous sommes tous mobilisés pour avoir de ces nouvelles. Quand on leur laisse la parole ou qu'elles la prennent, les femmes n'ont besoin de personne pour faire la fête. À Paris, elles ont eu hier soir une raison, le film poétique d'Agnès Varda, L'une chante, l'autre pas, qui a su toucher. Dans cette production à laquelle Antenne 2 est associée, une réalisatrice, Agnès Varda, a filmé la chronique de la vie de 2 jeunes femmes et de leurs émotions face à chaque moment de l'existence. Parmi les nombreux problèmes qui se posent à elles, celui de la naissance, ce qui devait être un hymne à la maternité tourne parfois à la catastrophe. Mais dans ce film plein de santé, l'humour ne perd jamais ses droits, ainsi que le romanesque. C'est sans doute pourquoi hier soir, Agnès Varda a voulu présenter son film dans une ambiance de kermesse à un public qui ne fréquente pas habituellement les grandes premières. Est-ce que vous savez ce que vous allez voir dans ce film? Oui, c'est l'histoire de 2 femmes, mais c'est à peu près, enfin, qui sont différentes, qui voient les choses d'une façon différente, mais c'est à peu près. Non, c'est un film romanesque, c'est un film sentimental. C'est des histoires de femmes, mais avec des hommes, des enfants, du travail, de la musique. Madame, vous êtes enceinte. Est-ce que vous vous sentez particulièrement concernée? C'est ce qui vous amène à voir ce film? Oui, parce que j'en ai entendu parler. Il parle des femmes enceintes, il parle des problèmes de femmes, pas seulement celui-là, et 2 autres aussi. Enfin, je vais le voir. Ah, que c'est bon d'être une bulle. Ah, que c'est beau d'être un ballon. Un atelier de molécules. Un bel ovule. Une fabrique de cellules. Comprends, c'est ambigu ta chanson. Tu pourrais aussi la chanter au mouvement Laissez-les vivre. Et à la limite, tu donnes mauvaise conscience aux femmes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants. J'ai pas dit qu'il fallait avoir des enfants. J'ai dit que quand on est enceinte, il faut essayer de ressentir les choses soi-même et pas écouter l'État ou l'Église ou les allocations familiales. C'est un film de femme véritablement? Oui, c'est vrai, parce que c'est la vie telle qu'on l'aime. Il vous a fait rire quelquefois? Ah oui, beaucoup, on s'est bien amusé.
Est-ce que vous pensez que les hommes et les femmes vont se retrouver dans ces personnages? Peut-être pas les hommes. Je l'ai trouvé épatant parce que j'ai presque passé un peu cette vie pendant 1940. J'ai perdu un fiancé et un enfant. Dans tous les petits drames et les choses comme ça, il y a toujours des moments comiques. Ah, que c'est bon d'être un gros rêve. Ah, que c'est beau d'être un ballon. Un arbre vert rempli de sel. Un pain qui lève. Un gâteau de rêve et une moisson. Pierre Alain, les dernières informations recueillies à l'instant. À Washington, une quinzaine de personnes sont retenues en otage par un commando armé qui s'est barricadé au siège d'une organisation juive américaine, une grande organisation juive. On ne sait pas encore ce que veulent ces terroristes ni qui ils sont. À signaler aussi que l'ambassade de France se trouve exactement à 100 mètres de l'immeuble qui est évidemment entouré par la police. La météo. Les vents du sud se sont renforcés à travers toute la France, entraînant une nouvelle hausse de température. Par exemple, 20 degrés à Bourges, 21 à Biarritz à 13 heures. Mais les nuages venant de l'Atlantique sont également devenus plus nombreux. Demain, il y aura des ondées orageuses par endroits dans le Midi, sur le Massif central et sur les Alpes, jusque sur l'est de la France. Sur ces régions, une amélioration relative devrait se dessiner l'après-midi. En revanche, le soir, des pluies accompagnées de vents forts et de tempêtes vont aborder la Bretagne et la Manche, et les températures seront généralement en baisse. Un rendez-vous à ne pas manquer, tout à l'heure le magazine d'actualité à 21h30, dirigé par Louis Berriot. Achetons français, vendons français, avec en particulier le président du CNPF, M. François Sérac, et des enquêtes et des reportages au Japon et en Allemagne réalisés par nos correspondants envoyés spéciaux sur place. Voilà, et les nouvelles de Jean-Claude Mangeot vers 23h20. Mais n'oubliez pas le rendez-vous avec Louis Berriot et le magazine d'actualité d'Antenne 2. Bonsoir, à demain.